Le matin s'ouvre sur une tension diffuse, presque imperceptible, comme si l'air lui-même portait les stigmates des événements récents. Chez les Neubou, le silence n'est pas apaisant, il est lourd, chargé de ce malaise qui s'installe lorsque le corps guérit mais que l'esprit refuse de suivre. Patrick, pourtant en apparence stable, lutte contre une fatigue morale qu'il ne parvient plus à dissimuler. Allongé dans son lit, il fixe le plafond avec une intensité presque douloureuse, comme s'il cherchait une réponse dans les fissures invisibles du quotidien. Sa blessure l'empêche de reprendre le travail, et cette immobilité forcée agit sur lui comme une lente érosion. Lui qui a toujours été un homme d'action se retrouve réduit à attendre, et cette attente le ronge. Babette, habituée à décoder les signes physiques, comprend très vite que ce qui affaiblit son mari n'est pas mesurable par un simple appareil. Lorsqu'elle prend sa tension, le résultat est rassurant, presque parfait, mais elle sait que ce chiffre ne reflète en rien l'état intérieur de Patrick. Elle perçoit cette faille invisible, ce glissement progressif vers une forme de découragement. Dans un élan de tendresse, elle tente de rétablir une proximité, de recréer un lien qui dépasse la maladie. Elle s'approche, pose une main sur lui, cherche à raviver une complicité ancienne, celle qui leur a toujours permis de traverser les tempêtes. Pendant un instant, Patrick semble répondre, comme si ce contact réveillait une part de lui encore intacte. Mais cet instant ne dure pas. La douleur physique surgit brutalement, rappelant à Patrick les limites de son corps. La blessure thoracique se rouvre, imposant une réalité qu'il refuse pourtant d'accepter. Ce retour à l'hôpital n'est pas seulement une contrainte médicale, il est vécu comme une humiliation, une preuve supplémentaire qu'il n'est plus l'homme qu'il était. À l'hôpital, Patrick se replie davantage. Chaque geste du personnel, chaque parole prononcée autour de lui donne l'impression d'être observé, jugé, presque diminué. Ce regard des autres devient insupportable, car il le renvoie à une image qu'il ne reconnaît pas, celle d'un homme affaibli, dépendant, inutile. Babette, de son côté, oscille entre inquiétude et agacement. Elle connaît le caractère de son mari, son orgueil, sa difficulté à accepter la moindre faiblesse. Pourtant, elle ne peut s'empêcher de lui reprocher son attitude, notamment lorsqu'il se montre désagréable avec Isaac. Derrière cette irritation, il y a surtout une peur, celle de voir Patrick s'enfermer dans un rejet de lui-même. En fin de journée, de retour à la maison, le climat reste tendu. Patrick tente de justifier son comportement, mais ses mots trahissent une blessure plus profonde que celle inscrite dans sa chair. Il ne supporte pas d'être traité comme un vieillard, comme quelqu'un que l'on doit ménager ou protéger. Cette image le détruit lentement. Babette, cherchant à alléger l'atmosphère, évoque avec une pointe d'humour une possible crise de la cinquantaine. Mais cette tentative tombe à plat. Patrick ne réagit pas comme elle l'espérait. Au contraire, il s'enfonce dans une vision sombre de lui-même, convaincu qu'il est désormais bon à être mis de côté, relégué à une existence inutile. Ce sentiment d'abandon intérieur marque un tournant. Ce n'est plus seulement une convalescence, c'est une remise en question profonde de son identité. Patrick ne sait plus qui il est sans son travail, sans son rôle, sans cette utilité qui définissait toute son existence. Pendant ce temps, ailleurs, l'atmosphère est différente mais tout aussi fragile. Sur la plage, le soleil éclaire une scène qui pourrait sembler légère, presque insouciante, mais qui dissimule en réalité une tension latente. Chloé et Baptiste passent du temps ensemble, mais leurs échanges sont traversés par des non-dits. Baptiste, curieux et attentif, tente de comprendre ce que Chloé ressent réellement. Il évoque son rendez-vous avec le pompier, cherchant à entrer dans une forme d'intimité, à percer ce mystère qu'elle entretient. Mais Chloé se ferme immédiatement, comme si cette question touchait un point sensible qu'elle refuse d'explorer. En réalité, ce rendez-vous n'a jamais existé tel qu'elle l'a décrit. Derrière ce mensonge se cache une stratégie maladroite, une tentative de provoquer une réaction chez Baptiste. La vérité est plus simple et plus douloureuse, elle a passé la soirée avec Luna, incapable d'affronter ses propres sentiments. La frustration s'accumule en elle, se transformant en irritation. Elle rejette la conversation, impose une distance, comme si elle voulait se protéger d'une vérité trop évidente. Elle ne veut pas entendre parler de la vie sentimentale de Baptiste, pas plus qu'elle ne souhaite exposer la sienne. Ce refus crée une rupture silencieuse entre eux. Ce moment marque un basculement subtil. Ce qui aurait pu être un instant de complicité devient un espace de tension, un terrain où chacun avance avec précaution, évitant les zones sensibles. Chloé, en particulier, semble enfermée dans une contradiction. Elle cherche l'attention de Baptiste tout en refusant de reconnaître ce besoin. Le bruit des vagues accompagne leur silence, comme une respiration régulière qui contraste avec le tumulte intérieur des personnages. Rien n'explose encore, mais tout est déjà en train de se fissurer. Au pavillon des fleurs,
L'atmosphère semble plus calme en apparence, mais elle n'est qu'un voile fragile dissimulant des émotions plus profondes. Baptiste, troublé par le comportement de Chloé, cherche à comprendre ce qui se joue réellement derrière ses réactions. Il ressent confusément qu'il ne s'agit pas d'un simple caprice, mais d'un malaise plus ancien, plus enraciné. Face à Luna, il tente de mettre des mots sur cette situation qui lui échappe. Il ne comprend pas pourquoi Chloé s'est montrée aussi distante, presque agressive, alors qu'il partageait jusqu'ici une relation fluide, naturelle. Ce changement soudain l'interroge, le déstabilise, et le pousse à chercher des réponses auprès de celle qui connaît Chloé mieux que lui. Luna, avec son regard lucide et son expérience, ne se contente pas d'une analyse superficielle. Elle perçoit immédiatement ce que Baptiste refuse encore de voir clairement, la solitude de Chloé. Une solitude qui ne se manifeste pas toujours par des mots, mais par des attitudes, des silences, des contradictions qui finissent par trahir une détresse intérieure. Elle explique que Chloé s'était construite un équilibre fragile autour de Baptiste et de Mathis, une forme de stabilité qui lui permettait de se sentir entourée, utile, intégrée. Mais cet équilibre s'est fissuré avec les changements récents, notamment la relation de Baptiste avec Morgane, qui a déplacé les repères de Chloé sans qu'elle puisse s'y adapter. Ce qu'elle vit n'est pas seulement de la jalousie, mais une peur plus profonde, celle d'être laissée de côté, oubliée, remplacée. Le rendez-vous avec le pompier n'était qu'un prétexte, une tentative maladroite de reprendre le contrôle, de susciter une réaction chez Baptiste, de vérifier qu'elle comptait encore pour lui. Baptiste écoute, absorbé par ces révélations qui donnent un sens nouveau aux événements récents. Il réalise qu'il a peut-être sous-estimé l'impact de ses propres choix sur l'équilibre émotionnel de Chloé. Ce qu'il prenait pour de l'indépendance ou de la distance était en réalité une souffrance silencieuse. Cette prise de conscience agit comme un déclic. Il comprend qu'il ne peut pas rester dans une position passive, qu'il doit intervenir, non pas pour réparer à la place de Chloé, mais pour l'aider à retrouver un centre de gravité qui ne dépend pas uniquement des autres. Lorsqu'il retrouve Chloé, il adopte une approche différente. Il ne cherche plus à obtenir des réponses immédiates, ni à confronter ses contradictions. Il tente plutôt de l'amener à réfléchir à elle-même, à ses propres besoins, à ce qu'elle pourrait construire en dehors de cette dépendance affective. Il évoque alors son projet de créer une entreprise de nettoyage, une idée qu'elle avait évoquée sans vraiment y croire. Ce projet devient soudain une piste concrète, une possibilité de transformation. Il ne s'agit plus seulement de survivre émotionnellement, mais de se projeter dans quelque chose de personnel, de stable, de valorisant. Baptiste insiste sur le fait qu'elle ne serait pas seule. Autour d'elle, il y a des personnes prêtes à la soutenir, Luna, Blanche, mais aussi Gabriel et Thomas. Ce réseau, qu'elle semble parfois ignorer, pourrait devenir une force si elle acceptait de s'y appuyer sans y chercher une validation permanente. Chloé écoute, sans répondre immédiatement. Ses réactions restent mesurées, presque fermées, mais quelque chose évolue en elle. Ce projet, qu'elle avait relégué au second plan, commence à prendre une nouvelle dimension. Il ne s'agit plus d'une idée abstraite, mais d'une possible voie de sortie. Ce moment marque un changement subtil mais important. Pour la première fois depuis longtemps, Chloé n'est plus uniquement définie par ses relations aux autres, mais par ce qu'elle pourrait construire pour elle-même. Cette perspective ouvre une brèche dans le cercle de frustration dans lequel elle s'était enfermée. Dans le même temps, à la Villa Kepler, la tension atteint un niveau beaucoup plus concret. L'arrivée inattendue d'un terrassier déclenche une série d'événements qui vont rapidement échapper à tout contrôle. Vanessa, alertée par cette intrusion, se rend sur place avec une inquiétude qu'elle ne cherche même pas à dissimuler. La situation est absurde en apparence. Un homme affirme avoir été engagé pour effectuer des travaux urgents, alors que Vanessa n'a passé aucun appel. Cette incohérence crée immédiatement un climat de suspicion. Chaque détail devient suspect, chaque explication semble insuffisante. Très vite, la vérité émerge, brutale, sans détour. Derrière cet appel se cache Ophélie. Ce geste, qui pourrait sembler anodin dans un autre contexte, prend ici une dimension beaucoup plus inquiétante. Vanessa ne voit pas seulement une erreur ou une initiative malvenue, elle y voit une provocation, une attaque directe. Sa réaction est immédiate, presque instinctive. La colère l'envahit, mais derrière cette colère se cache une peur plus profonde, plus difficile à nommer. Elle sent que quelque chose lui échappe, que sa propre fille agit dans une zone qu'elle ne contrôle plus, et cette perte de contrôle est insupportable. Elle décide alors de porter plainte, franchissant une étape qui transforme un conflit familial en affaire judiciaire. Ce choix marque une rupture. Il ne s'agit plus d'un simple affrontement entre mère et fille, mais d'un basculement dans une logique de confrontation totale. Ophélie, de son côté, ignore encore l'ampleur des conséquences de son acte.
Mais au fond d'elle, une angoisse latente commence déjà à se manifester. Elle sait que ce terrain, ce jardin, n'est pas un lieu comme les autres. Il porte un secret, un poids qu'elle tente de contenir depuis trop longtemps. Ce secret, lié à la disparition d'Hugo, agit comme une menace permanente. Chaque événement imprévu devient une possible révélation, chaque intrusion un danger. Lorsque l'idée que le sol puisse être retourné devient réelle, la peur d'Ophélie se transforme en panique. Ce moment est crucial. Ce n'est plus seulement la peur d'être découverte, mais la confrontation avec la réalité de ses actes. Le passé, qu'elle croyait enfoui, risque soudain de refaire surface, littéralement. Et avec lui, toutes les conséquences qu'elle a tenté d'éviter. L'équilibre précaire qu'elle maintenait jusqu'ici commence à se fissurer dangereusement. Le contrôle qu'elle pensait avoir sur la situation lui échappe, et pour la première fois, elle se retrouve face à une possibilité qu'elle ne peut ni ignorer ni repousser, celle que la vérité éclate. L'information tombe sans prévenir, brutale, irréversible. Lorsqu'Idriss annonce à Ophélie que Vanessa a officiellement porté plainte contre elle, quelque chose se brise à l'intérieur de la jeune femme. Ce n'est pas seulement une menace judiciaire, c'est une fracture intime, une confirmation que le lien déjà fragile avec sa mère vient de céder définitivement. Elle reste figée un instant, comme incapable de réagir, tandis que les mots continuent de résonner dans son esprit. Violation de domicile, dégradation, harcèlement. Ces accusations, prononcées avec une froideur administrative, prennent pour elle une dimension presque irréelle, comme si elle observait sa propre chute sans pouvoir l'arrêter. Mais ce n'est pas cette plainte qui l'a fait vaciller. C'est l'autre information, celle qui s'insinue comme un poison dans ses pensées. Le jardin va être retourné. Le sol, ce sol qu'elle croyait scellé à jamais, va être ouvert, fouillé, exposé. Et avec lui, ce qu'elle a tenté d'enterrer pour toujours. À cet instant précis, le monde autour d'elle perd toute consistance. Les bruits deviennent lointains, les visages flous, comme si la réalité elle-même se dérobait. Une angoisse violente monte en elle, incontrôlable, écrasante. Elle n'est plus capable de raisonner, seulement de ressentir cette peur viscérale qui envahit tout son corps. Le nom d'Hugo surgit dans son esprit avec une brutalité insupportable. Ce n'est plus un souvenir, mais une présence. Une ombre qui se rapproche, qui menace de sortir de terre, de s'imposer à nouveau dans sa vie. Ce qu'elle avait enfoui n'était pas seulement un corps, mais une part d'elle-même, une vérité qu'elle refusait d'affronter. Son souffle se coupe, ses jambes fléchissent. Elle est au bord du malaise, incapable de soutenir le poids de cette révélation. C'est à ce moment qu'Idriss intervient, la rattrapant avant qu'elle ne s'effondre. Son geste est instinctif, presque protecteur, mais il ne peut rien contre la tempête intérieure qui ravage Ophélie. Il la maintient, lui parle, tente de la ramener à une forme de stabilité. Mais ses mots glissent sur elle sans vraiment l'atteindre. Elle est ailleurs, enfermée dans cette spirale de panique où chaque pensée amplifie la suivante. La peur d'être découverte devient une certitude imminente. Dans le même temps, au Mistral, une conversation anodine en apparence va pourtant jouer un rôle déterminant. Thomas, discutant avec Idriss, évoque le jardin des Kepler avec une simplicité désarmante. Il parle de l'attachement d'Ophélie à cette maison, de ce chien qu'elle y a enterré autrefois. Ce détail, presque insignifiant, agit comme un déclencheur. Il donne une explication rationnelle à un comportement qui, jusque-là, semblait étrange. Mais il ouvre aussi une porte, une possibilité d'interprétation différente. Ce jardin n'est pas qu'un lieu affectif, il pourrait être le centre d'un secret beaucoup plus lourd. Ariane, présente à proximité, ne laisse rien passer. Son attention se fixe immédiatement sur cette conversation. Elle ne dit rien dans un premier temps, mais son regard change, se fait plus concentré, plus incisif. Elle perçoit une incohérence, une zone d'ombre qui mérite d'être explorée. Pour elle, l'affaire Kepler n'est plus un simple conflit familial. Elle y voit les prémices d'une enquête plus vaste, plus complexe. Son instinct de policière se réveille, guidé par cette intuition qui l'a souvent menée à des vérités que d'autres ne soupçonnaient pas. Lorsqu'elle demande à Idriss de la tenir informée, ce n'est pas une simple curiosité professionnelle. C'est une décision. Elle sent que cette affaire peut révéler quelque chose de plus profond, et elle refuse de rester en retrait. Son retour au travail prend alors une nouvelle dimension, presque obsessionnelle. Ariane n'est pas du genre à attendre qu'on lui confie une enquête. Elle préfère s'y plonger, creuser, déranger les apparences. Et dans cette histoire, tout lui semble trop fragile, trop instable pour être anodin. Chaque détail, chaque réaction des Kepler nourrit ses soupçons. Pendant ce temps, Ophélie tente de reprendre le contrôle. Mais ce contrôle n'est qu'une illusion. Plus elle cherche à contenir sa peur, plus celle-ci grandit, se transforme, s'impose. Elle comprend que le temps joue désormais contre elle, que chaque minute qui passe rapproche la vérité de la surface.
Cette sensation d'urgence la pousse dans une spirale de tension permanente. Elle ne peut plus se fier à personne, pas même à elle-même. Chaque regard devient suspect, chaque silence menaçant. Elle se sent traquée, comme si le secret qu'elle porte était devenu visible pour tous. L'intervention d'Idriss, bien qu'essentielle, ne suffit pas à calmer cette tempête. Il représente un point d'ancrage, une présence rassurante, mais il ne connaît pas l'ampleur de ce qu'elle cache. Et c'est précisément cette ignorance qui crée un décalage entre eux. Ophélie est seule avec son secret. Une solitude écrasante, qui la coupe du monde et la condamne à anticiper le pire. Elle ne peut ni fuir, ni avouer, ni réparer. Elle est enfermée dans un piège dont elle a elle-même dessiné les contours. Dans un autre registre, Ariane, de plus en plus déterminée, décide de passer à l'action. Elle ne veut plus se contenter d'observer ou d'écouter. Elle veut comprendre, analyser, confronter les faits. Et surtout, elle veut vérifier une intuition qui ne la quitte plus. Le nom d'Hugo revient alors dans ses pensées, comme un fil invisible reliant tous les éléments de cette affaire. Elle n'a jamais totalement adhéré à la version officielle, à cette idée d'une disparition sans trace. Quelque chose, dès le départ, lui semblait incohérent. Aujourd'hui, cette impression se renforce. Les réactions d'Ophélie, les tensions avec Vanessa, les événements autour du jardin. Tout converge vers une hypothèse qu'elle n'ose pas encore formuler clairement, mais qu'elle commence à envisager sérieusement. Cette convergence marque un tournant dans l'intrigue. Ce qui était jusqu'ici fragmenté commence à prendre forme. Les pièces du puzzle, encore floues, s'assemblent lentement, dessinant une image inquiétante, chargée de conséquences. Et pendant que certains cherchent la vérité, d'autres tentent désespérément de la cacher. Cette opposition, invisible mais puissante, crée une tension constante, un équilibre instable prêt à basculer à tout moment. Le retour d'Ariane ne passe pas inaperçu au commissariat. Derrière son apparente maîtrise, il y a une tension nouvelle, une détermination plus tranchante que d'habitude. Elle ne revient pas simplement pour reprendre son poste, mais avec une intention précise, presque instinctive, comprendre ce qui se cache derrière l'affaire Kepler. Lorsqu'elle s'adresse à Jean-Paul, ce n'est pas une demande anodine. Elle ne tourne pas autour du sujet, ne cherche pas à ménager les apparences. Elle évoque immédiatement Hugo, comme une évidence qu'elle est la seule à vouloir regarder en face. Depuis le début, elle n'a jamais cru à cette disparition propre, sans trace, sans logique. Cette conviction, qu'elle avait gardée en arrière-plan, revient aujourd'hui avec une force nouvelle. Les récents événements ont ravivé ses doutes, transformant une simple intuition en piste sérieuse. Elle sent que quelque chose a été dissimulé, volontairement ou non, et que cette dissimulation repose sur des fondations fragiles. Jean-Paul, habitué à travailler avec elle, perçoit immédiatement ce changement. Il sait qu'Ariane ne s'engage jamais à moitié dans une affaire. Mais il sent aussi que cette implication pourrait devenir risquée, car elle semble guidée autant par son instinct que par les faits concrets. Ariane, pourtant, ne ralentit pas. Elle propose de s'investir pleinement dans le dossier, d'en reprendre les éléments, de creuser là où les autres se sont arrêtés. Pour elle, il ne s'agit pas de rouvrir une enquête, mais de poursuivre une vérité laissée inachevée. Cette volonté de reprendre le contrôle de l'affaire s'inscrit aussi dans son propre besoin de retrouver une place. Le travail, pour Ariane, n'est pas seulement une fonction, c'est une manière d'exister, de canaliser ses tensions, de donner un sens à ce qu'elle traverse intérieurement. Dans le même temps, à la Villa Kepler, l'atmosphère est devenue irrespirable. Vanessa, en déclenchant une procédure contre sa propre fille, pensait reprendre l'ascendant. Mais cette décision produit un effet inattendu, elle la confronte à une réalité qu'elle avait longtemps refusé d'affronter. En discutant avec Thomas, elle se retrouve face à une vérité qu'elle n'avait jamais formulée clairement. L'idée qu'elle ait, en adoptant Ophélie, pris une place qui ne lui appartenait pas entièrement, commence à fissurer ses certitudes. Ce n'est plus seulement une relation conflictuelle, mais une remise en question de son rôle de mère. Cette prise de conscience est lente, presque douloureuse. Elle ne s'impose pas comme une révélation brutale, mais comme une évidence progressive, qui s'infiltre dans ses pensées et modifie sa perception du passé. Elle réalise qu'elle a peut-être façonné la vie d'Ophélie sans jamais réellement la comprendre. Ce doute agit comme un poison silencieux. Il affaiblit sa position, ébranle son autorité, et la rend plus vulnérable qu'elle ne veut bien l'admettre. Pourtant, elle continue à afficher une façade de contrôle, refusant de laisser apparaître cette fragilité. Pendant ce temps, Ophélie tente de maintenir une apparence de normalité. Mais chaque geste, chaque pensée, est parasitée par la peur. Elle vit dans un état d'alerte constant, comme si le monde entier pouvait basculer à tout moment. Le moindre imprévu devient une menace. Dans son atelier de couture, elle cherche un refuge. Ce lieu, habituellement apaisant,
devient aujourd'hui un espace de tension, où elle tente de canaliser son anxiété à travers des gestes mécaniques. Elle travaille sans vraiment voir ce qu'elle fait, absorbée par ses pensées. C'est alors qu'elle remarque une enveloppe. Posée là, presque innocemment, mais suffisamment visible pour attirer son attention. Ce détail, en apparence banal, déclenche immédiatement une alerte en elle. Quelque chose ne va pas. Elle le sent avant même de s'en approcher. Lorsqu'elle la prend entre ses mains, une sensation de froid la traverse. Comme si ce simple objet portait en lui une menace. Son regard se fixe sur les mots inscrits à la surface, et le temps semble se suspendre. Chaque lettre, chaque trait, devient une confirmation de ce qu'elle redoutait. Le message est clair, sans ambiguïté. Il ne laisse aucune place à l'interprétation, aucune échappatoire possible. Quelqu'un sait, quelqu'un a compris, et surtout, quelqu'un a décidé de ne pas se taire. À cet instant, toutes les peurs d'Ophélie prennent forme. Ce qui n'était jusqu'ici qu'une crainte diffuse devient une réalité tangible. Elle n'est plus seule avec son secret. Il existe désormais en dehors d'elle, dans le regard d'un autre, dans une menace écrite noir sur blanc. Son esprit s'emballe, cherchant désespérément une explication. Qui pourrait être au courant? Comment cette information a-t-elle pu sortir? Chaque possibilité ouvre un nouveau gouffre, chaque hypothèse renforce l'angoisse. Ce message agit comme un déclencheur. Il transforme la peur en urgence, la tension en danger immédiat. Ophélie comprend qu'elle n'a plus le temps. Ce qui était enfoui est en train de remonter, et elle ne peut plus contrôler le rythme de cette révélation. Dans le même temps, Ariane, sans connaître encore l'existence de cette lettre, se rapproche lentement de la vérité. Ses intuitions la guident vers les zones les plus sensibles de l'affaire, là où les apparences commencent à se fissurer. Ce parallèle entre les deux trajectoires est saisissant. D'un côté, une enquête qui se construit, méthodique, déterminée. De l'autre, une panique qui grandit, incontrôlable, prête à exploser. Ces deux dynamiques avancent l'une vers l'autre, comme deux lignes destinées à se croiser. La tension atteint alors un point critique. Chaque personnage est désormais engagé dans un mouvement qui le dépasse. Les décisions prises ne peuvent plus être annulées, les secrets ne peuvent plus être contenus indéfiniment. Et au cœur de cette mécanique, une question persiste, obsédante, impossible à ignorer. Qui a envoyé cette lettre, et jusqu'où est-il prêt à aller? La nuit tombe lentement sur le Mistral, enveloppant chaque lieu d'une obscurité qui semble accentuer les tensions invisibles. Chez Ophélie, le temps ne s'écoule plus de manière normale. Depuis la découverte de l'enveloppe, chaque seconde est ressentie comme une pression supplémentaire, un rappel constant que le danger ne cesse de se rapprocher. Elle relit le message encore et encore, comme si une nouvelle lecture pouvait en atténuer la violence ou en révéler une faille. Mais les mots restent identiques, implacables, gravés dans une intention claire. Il ne s'agit pas d'une simple intimidation vague, mais d'une accusation implicite, d'une certitude qui la vise directement. Ses pensées se fragmentent, incapables de suivre un fil logique. Elle tente de reconstruire les événements récents, de repérer le moment où tout a pu basculer. Chaque détail lui semble désormais suspect, chaque interaction potentiellement révélatrice. Elle cherche un coupable sans même savoir ce qu'elle espère trouver. Dans ce chaos intérieur, une idée s'impose peu à peu. Quelqu'un l'observe depuis plus longtemps qu'elle ne l'imagine. Ce n'est pas un hasard, ni une coïncidence. C'est une présence qui s'est installée dans l'ombre, attendant le moment propice pour frapper. Cette pensée la glace, car elle implique une surveillance, une connaissance intime de ses actes. Pendant ce temps, Ariane progresse, méthodique, déterminée. Elle rassemble les éléments, revisite les incohérences, confronte les versions. Ce qui lui semblait autrefois flou commence à se structurer. L'affaire Kepler n'est plus une simple série d'incidents isolés, mais un ensemble cohérent, orienté vers une même direction. Elle s'attarde particulièrement sur la disparition d'Hugo. Plus elle y pense, plus elle est convaincue que la vérité n'a jamais été entièrement révélée. Ce type de disparition, sans trace ni revendication, ne correspond pas aux schémas habituels qu'elle connaît. Il y a une anomalie, une rupture dans la logique. Cette intuition la pousse à aller plus loin, à envisager des scénarios que d'autres auraient écartés. Elle ne cherche pas seulement à comprendre ce qui s'est passé, mais à identifier ce qui a été volontairement caché. Et dans cette recherche, Ophélie devient un point central. De son côté, Vanessa, malgré ses certitudes affichées, commence à vaciller intérieurement. La plainte qu'elle a déposée contre sa fille ne lui apporte pas le soulagement qu'elle attendait. Au contraire, elle amplifie un malaise qu'elle ne parvient plus à ignorer. Elle repense à ses choix, à ses décisions passées, à cette adoption qu'elle considérait comme un acte maîtrisé. Mais aujourd'hui, elle se demande si elle n'a pas, en réalité, construit une relation fondée sur une forme de domination, plutôt que sur une compréhension véritable. Ce doute s'insinue dans chacun de ses gestes.
Elle observe Ophélie différemment, non plus comme une enfant à contrôler, mais comme une énigme qu'elle n'a jamais vraiment résolue. Cette prise de distance crée un vide, une fissure dans leur relation déjà fragile. Dans cet équilibre instable, Thomas joue malgré lui un rôle de révélateur. Par ses échanges, ses observations, il contribue à faire circuler des informations qui, mises bout à bout, prennent une signification nouvelle. Ce qu'il considère comme des détails devient, pour Ariane, des indices précieux. Le Mistral, lieu de vie et de rencontre, devient ainsi un espace où les vérités se croisent, se transforment, s'amplifient. Chaque conversation, chaque regard, participe à une construction invisible, celle d'une réalité qui dépasse les apparences. Ophélie, elle, se sent de plus en plus isolée. Le monde autour d'elle semble continuer normalement, mais elle est enfermée dans une temporalité différente, dictée par la peur et l'anticipation. Elle ne peut plus se fier à ses repères habituels, ni aux personnes qui l'entourent. Elle envisage plusieurs options, mais aucune ne lui semble viable. Fuir serait reconnaître sa culpabilité. Avouer serait s'exposer à des conséquences irréversibles. Se taire devient alors la seule stratégie possible, mais c'est aussi la plus dangereuse, car elle laisse le temps agir contre elle. Cette impasse renforce sa tension, la pousse à une vigilance constante. Elle surveille les réactions des autres, guette les signes, interprète chaque détail. Mais plus elle observe, plus elle s'enfonce dans une paranoïa qui brouille sa perception. Dans le même temps, Ariane se rapproche, sans le savoir, du point de rupture. Ses recherches, ses recoupements, ses intuitions convergent vers une vérité qui n'attend qu'un élément déclencheur pour émerger pleinement. Elle ne sait pas encore ce qu'elle va découvrir, mais elle est prête à l'affronter. La dynamique est désormais enclenchée. D'un côté, une enquête qui gagne en précision. De l'autre, une fuite intérieure qui devient impossible. Entre les deux, un secret qui ne peut plus rester enfoui indéfiniment. Et dans cette tension croissante, une certitude s'impose, le moment où tout basculera est proche. Partie 6. Le lendemain, l'atmosphère est trompeusement calme, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Rien ne semble avoir changé en apparence, et pourtant, chaque personnage évolue désormais dans un espace différent, marqué par les événements récents et les décisions prises. Ophélie, épuisée par une nuit sans repos, tente de maintenir une façade de normalité. Mais ses gestes sont mécaniques, son regard absent, comme si une partie d'elle-même s'était détachée pour observer la situation à distance. Cette dissociation est sa seule protection face à une réalité devenue trop lourde. Elle comprend que le message qu'elle a reçu n'est pas une fin en soi, mais le début d'un processus. Une pression qui va s'intensifier, se préciser, la contraindre à agir. Cette attente est presque pire que l'événement lui-même, car elle laisse place à toutes les projections possibles. De son côté, Ariane poursuit son travail avec une détermination renforcée. Elle ne se contente plus de vérifier des faits, elle construit une hypothèse. Et cette hypothèse, aussi dérangeante soit-elle, commence à prendre une forme de plus en plus cohérente. Elle partage certains éléments avec Jean-Paul, cherchant à confronter son intuition à une analyse plus rationnelle. Mais elle sent que ce qu'elle pressent dépasse les cadres habituels. Il ne s'agit pas seulement d'une disparition, mais d'un acte volontaire, dissimulé, protégée par un enchaînement de circonstances. Vanessa, quant à elle, se retrouve face à une contradiction qu'elle ne peut plus ignorer. En cherchant à punir Ophélie, elle a déclenché un processus qui la dépasse. Elle ne contrôle plus la situation, et cette perte de contrôle la fragilise profondément. Elle commence à percevoir sa fille sous un angle différent, non plus comme une adversaire, mais comme quelqu'un qui porte un poids qu'elle n'a jamais cherché à comprendre. Cette prise de conscience est tardive, mais elle ouvre une possibilité de changement, aussi incertaine soit-elle. Au Mistral, la vie continue, mais les tensions se diffusent subtilement. Baptiste, influencé par sa discussion avec Luna, adopte une posture plus attentive envers Chloé. Il ne cherche plus à forcer les choses, mais à créer un espace où elle peut exister autrement. Chloé, de son côté, commence à envisager son projet différemment. L'idée de créer sa propre activité n'est plus une simple échappatoire, mais une opportunité réelle. Ce changement reste fragile, mais il marque un déplacement important dans sa manière de se percevoir. Ces évolutions parallèles montrent que chaque personnage, à sa manière, est en train de se transformer. Certains avancent vers une forme de reconstruction, d'autres vers une confrontation inévitable. Mais tous sont pris dans un mouvement qui les dépasse. Ophélie, cependant, reste au centre de cette tempête. Le message reçu continue de résonner en elle, amplifiant chaque doute, chaque peur. Elle ne peut plus ignorer la réalité, quelqu'un sait, et ce quelqu'un a décidé d'agir.
Cette certitude la pousse à envisager des actions qu'elle aurait rejetées auparavant. Elle comprend que rester passive ne fera qu'aggraver la situation. Mais agir implique de prendre des risques, de s'exposer, de franchir une ligne dont elle ne pourra pas revenir. Dans le même temps, Ariane se rapproche dangereusement de la vérité. Ses recherches convergent vers un point précis, un moment clé où tout a basculé. Elle ne dispose pas encore de preuves, mais son intuition est désormais trop forte pour être ignorée. Le croisement de ces trajectoires est inévitable. D'un côté, une enquête qui se précise. De l'autre, une peur qui pousse à l'action. Entre les deux, un secret qui ne peut plus rester caché. L'épisode se referme sur cette tension suspendue, ce moment où tout semble prêt à basculer sans que rien n'ait encore explosé. Une attente lourde, presque insupportable, qui annonce des conséquences irréversibles. Car désormais, la question n'est plus de savoir si la vérité éclatera, mais quand, et surtout à quel prix.